Please just remind us that our panel discussion is going to be focused on development finance institutions, multilateral development banks, commercial banks, and private equity/venture capital, the optimal relationship for best performance. Thank you. Merci. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ravi d'être avec vous cet après-midi. Je voudrais saluer les organisateurs pour ce beau rendez-vous du Private Equity. Merci à Jean-André et tous ses collaborateurs, ses équipes. J'ai le plaisir d'être avec des copanélistes brillants et experts dans leur domaine. Je vais les laisser se présenter. Je vais commencer par Landry. Merci Alexis. Donc mon nom Landry Arwansou, directeur d'investissement chez AFU, donc le DFI danois. AFU c'est l'acronyme de Investment Fund for Developing Countries, mais en danois, mais c'est là où ça s'arrête, ne me demandez pas de le prononcer en danois. Et avant donc de rejoindre AFU, j'étais à la BOAD pendant une dizaine d'années, donc une expérience MDB, donc Multilateral Development Bank, une expérience DFI qui fait un peu de PI aussi. Donc c'est cette expérience-là que j'espère apporter sur le panel aujourd'hui dans la conversation. Merci Landry. Ibrahim, tu veux bien te présenter? Tu appuies. Oui, alors bonjour et félicitations aux organisateurs pour ce sommet. Mon nom est Ibrahim Rissa, je suis responsable gestion de portefeuille en private equity à la Banque africaine de développement. Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, je travaillais pour une compagnie d'assurance qui s'appelle American International Group, où je m'occupais aussi de la gestion des actifs pour une part. Merci. Merci Ibrahim. Et Dadier, oui. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de ce forum pour la considération. Je suis Dadier Tayorod, je suis entrepreneur, directeur des opérations chez Indiaro Investments, qui est un gestionnaire de fonds de capital investissement qui ambitionne d'aider en tout cas à participer à construire des entreprises africaines pérennes qui sont créatrices de valeurs économiques et sociales. Et nous le faisons depuis bientôt 15 ans, où nous avons déployé un peu plus de 100 millions de dollars. Et c'est un plaisir pour moi d'être en compagnie de prestigieux investisseurs ici. Et j'ai hâte de la conversation pour échanger aussi, pour le plaisir aussi de notre auditoire. Merci. Merci Dadier. Je suis Alexis Jonaé. Je suis directeur du bureau régional d'HEC Paris. HEC a 5 bureaux dans le monde, dont un en Afrique qui est basé à Abidjan. Et je suis ravi d'être là avec vous ce soir pour pouvoir stimuler la réflexion sur la relation entre investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds. Alors, je voudrais commencer par Ibrahim. Ibrahim, toi qui es portfolio manager chez FDB, c'est bien ça? Très bien. Dis-nous, comment est-ce qu'en fait on en arrive à créer un gestionnaire de fonds? Et comment est-ce qu'une fois que c'est créé, comment se structure la relation entre ce dernier et les investisseurs institutionnels? Okay, merci Alexis, c'est un vaste sujet. Donc peut-être qu'avant de répondre à votre question directement, je vais devoir repartir un peu sur la genèse de pourquoi je suis là et pourquoi on est là, pourquoi la Banque africaine de développement est active sur ce secteur. Donc ça va faire à peu près une vingtaine d'années que la Banque africaine de développement accompagne l'industrie du private equity. À ce jour, nous avons accompagné une centaine de fonds depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Une centaine de fonds qui se répartissent à peu près entre 57 et 62 gestionnaires de fonds. Le différentiel étant simplement que certains gestionnaires ont plus qu'un fonds. Donc c'est pour ça qu'il y a ce différentiel. On a un total, Donc on a un engagement total d'environ, 1,5 milliard de dollars.
une masse d'actifs sous gestion d'1 milliard. Donc, nous accompagnons des fonds de type généraliste, des fonds VC, des fonds thématiques et aussi des fonds à fort impact social. Nous faisons bien la distinction de la catégorie des fonds et aussi on distingue les gestionnaires de fonds qui sont à leur première levée, tout comme les gestionnaires de fonds aguerris. On fait vraiment bien de distinguer les différents publics parce qu'on ne s'adresse pas à eux de la même façon, même si les attentes sont les mêmes. Donc, comment est-ce que on devient gestionnaire, comment est-ce qu'on devient un fonds? Nous, on est un fonds de fonds. C'est-à-dire que notre relation s'établit, le premier contact est avec les gestionnaires de fonds qui sont les experts de l'industrie, qui ont la capacité de faire la sélection, nous approchent avec une thématique, une thèse d'investissement, nous les accompagnons sur la base de cette thèse d'investissement et à ce moment-là, on leur donne les moyens de déployer des fonds, de les investir et de gérer ces investissements jusqu'en bout de course, c'est-à-dire à la sortie. Merci. À la sortie. Et je vais... On a eu un long débat pendant ce déjeuner et en fait, quand le mot sortie, en fait, quand je pense que ce mot, on reviendra là-dessus. Landry, directeur des investissements à IFU. Aujourd'hui, c'est un gros défi, n'est-ce pas, dans cette relation investisseur institutionnel et gestionnaire de fonds. Quel est, vous, en fait, le premier défi que vous voyez? Merci, Alexis. Je pense que tu m'as mis la réponse dans la bouche. Hein. Le gros défi, c'est la sortie. C'est la sortie. Parce qu'en fait, et pour prendre un step back, IFU et DFI est aussi PE Investor. Donc nos ressources, on les lève auprès d'investisseurs institutionnels, donc des fonds de pension. Et ensuite, on a pour mission donc du coup d'investir en equity ou dans des fonds ou dans des entreprises en direct. Alors, vu qu'on a cette obligation de retourner le capital d'où on l'a pris après 5, 7, 10 ans, donc en fonction de la durée qui est convenue lors de la levée des ressources, le challenge principal, c'est de s'assurer qu'une fois que les ressources sont placées, elles reviennent en temps et heure pour qu'on puisse les retourner également d'où elles viennent. Donc, ça, pour nous, c'est vraiment le premier challenge. Et ce challenge, en fait, débouche sur un second, qui est donc la disponibilité des ressources disponibles pour des investissements dans des gestionnaires de fonds. Alors, donc, on a un pool de capital limité. Si ce pool de capital, enfin, ce capital n'est pas recyclé, donc s'il y a du retard dans les sorties, du coup, il y a moins de disponibilité pour de nouveaux investissements dans les fonds. Et puis, comme on sait, le besoin est énorme. Il y a de plus en plus de gestionnaires de fonds, ce qui est bien pour stimuler l'environnement. Mais si de l'autre côté, le capital n'est pas recyclé, donc la machine se grippe. Voilà. La machine se grippe en fait compte et j'aimerais demander à Dadier qui est COO chez Injaro Investment, qui est gestionnaire de fonds, qui, puisqu'on est sur l'élément de la sortie, qui peut être un gros défi, n'est-ce pas, dans la relation investisseur institutionnel et gestionnaire de fonds. Dadier, est-ce que dans le cadre de vos activités, en fait, quand il est arrivé que ce sujet soit également un véritable sujet pour vous, à savoir vous investissez dans des business sur lesquels la sortie devient un véritable sujet. Merci infiniment. Alors, la sortie est un défi, mais si je comprends ce panel, c'est un défi qui est partagé à la fois par les investisseurs et le gestionnaire de fonds. Mais pour ce qui est de la relation entre le gestionnaire de fonds et les investisseurs, il faut dire que c'est une relation professionnelle. C'est une relation de fournisseur à client dans laquelle le gestionnaire de fonds est le fournisseur et le client, les clients sont les investisseurs. Les deux s'accordent sur un produit qu'on peut appeler
une stratégie de fonds, un programme d'investissement, etc. Et quand ils s'accordent, ils mènent le chemin sur une certaine période, notamment 10 ans, plus 1, disons 12 ans, au cours desquels ils développent ce produit ensemble. Donc pour moi, quand on parle de la relation des investisseurs avec le gestionnaire de fonds, pour moi, la sortie n'est pas une problématique de cette relation. Elle fait simplement partie du processus d'investissement depuis l'identification du sujet dans lequel on investit jusqu'à, bien entendu, à la sortie où on rend les fonds aux investisseurs. Donc, ce n'est pas un sujet dans la relation, en fait. Je vois qu'il y a Ibrahim et Landry qui ont envie de réagir. Je vais laisser réagir avant de revenir. C'est bien que vous ayez des points de vue un peu différents sur le sujet, donc je vous laisse réagir. Je commence ? Oui. Bon, je pense que ce matin, le panel précédent avait sûrement fait une association entre la relation banque multilatérale de développement ou institution financière de développement avec la relation un peu plus sociale qui est le mariage. Donc dans un mariage, il n'y a pas qu'un seul objectif, il y en a une multitude. Donc comme la sortie n'est pas que l'essentiel, c'est vrai que dans la relation, il y a une relation professionnelle qui s'établit, des relations d'amitié, de cordialité, tout ce que vous voulez. Mais la sortie est le nerf de la guerre dans la mesure où on est dans un monde fini, où les ressources sont limitées. Et je crois que Landry avait mentionné ce point-là, qui est la capacité à trouver les ressources à déployer au niveau de ces managers pour qu'ils puissent irriguer justement la société. Ces ressources-là ne sont pas aussi évidentes que ça à acquérir et il faudrait des sorties pour pouvoir recycler ce capital et faire plus au fil du temps. Donc aujourd'hui, le constat est simplement que les sorties ne sont pas au niveau que nous espérons, de façon à pouvoir faire plus avec justement des moyens finis dont nous disposons parce qu'on n'a pas des poches illimitées, je dirais. D'accord, merci Ibrahim. Oui, André ? Oui, enfin, ma réaction va être très courte. Donc la première partie, c'est de dire, je pense que c'est un challenge aussi bien pour les DFI, les MDBs ou tous les investisseurs institutionnels qui investissent dans des fonds, mais ce n'est pas forcément en opposition parce que je pense que c'est aussi un challenge pour les gestionnaires de fonds. Donc le sujet n'est pas forcément d'opposer des partenaires, ça fait partie du challenge et peut-être le sujet ici c'est de susciter la réflexion. Il y a eu un très bon panel qui a ouvert cette conférence avec la bourse. Donc, comment on peut sortir à la bourse, les marchés des capitaux, etc., etc. Donc, je pense qu'on peut susciter la réflexion et voir comment on règle le problème de ce côté-là. Parce que je pense que les gestionnaires de fonds n'ont pas pour objectif de ne pas sortir. S'ils ne sortent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième, effectivement, je suis d'accord avec Dadier. Enfin, c'est une relation de fournisseurs et de clients, mais je pense que c'est même un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça parce que en tant que DFI, par exemple, on a des structures de coûts, juste pour donner un exemple, qui font que il y a des cibles qu'on ne peut pas atteindre directement. Des questions de ticket size, d'expérience dans le secteur. Et à ce moment, ça nous arrange très bien de pouvoir placer des ressources au niveau des gestionnaires de fonds qui, eux, sont beaucoup plus proches des cibles. Donc, voilà, c'est un mariage. Dans un mariage, ce n'est pas toujours rose. Il y a des points positifs, il y a des points un peu moins. Et puis voilà, il faut trouver le juste milieu. Très bien. Je voudrais aborder le sujet de l'instabilité politique ou des sujets réglementaires. Est-ce que ce genre de sujet, ce genre de défi constitue parfois des pierres d'achoppement dans votre collaboration entre les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds dédiés? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Rapidement, par rapport à la sortie, Oui. un petit mot encore. En fait, la question de la sortie est une question qui se pose à l'industrie, pas à la relation entre les investisseurs et le gestionnaire de fonds. Parce que nous sommes du même côté, en fait.
D'accord? Donc ça se pose à l'industrie et non pas à une relation spécifique. Alors, par rapport à la question... Oui, alors alors je voulais passer à un autre sujet, même puisque en fait quand tu reviens là-dessus, si ça se pose à l'industrie, mais quand on analyse un peu sur la sustainability de cette industrie, notamment en Afrique, sur les pratiques, on réalise effectivement que le gros défi que tous les DFI ont et tous les gestionnaires de fonds ont, c'est des sujets de sortie. J'ai entendu des gens, des investissements qui devraient terminer à 10 plus 1, qui sont encore à 13 ou à 14 ans. Et donc, du coup, quand on regarde ça, on se dit le système est grippé quelque part. C'est une nouvelle classe d'actifs dans cette région. Et si le système est déjà grippé et qu'il n'y a pas de solution endogène, qu'il n'y a pas de réflexion, et j'estime qu'ici, c'est quand même un espace de stimulation de la réflexion endogène. Et c'est comme ça que je salue, en fait, dans cette initiative de Abidjan Private Equity Summit. C'est quoi la réflexion endogène, puisque tu reviens sur le sujet de la sortie? Pour moi, s'il n'y a pas de proposition au niveau de l'industrie sur cette relation, c'est qu'à terme, cette classe d'actifs posera vraiment un souci, en fait, au niveau de la chaîne de valeur. C'était pour ça que j'ai voulu commencer par là. D'accord. Alors, pour moi, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, nous sommes du même côté. C'est une classe d'actifs qui doit exister. D'accord? Mais est-ce qu'elle devra exister de la même manière qu'elle est structurée ailleurs? Bien sûr que l'argent vient d'ailleurs. Et après, c'est là la question, parce que... C'est une classe d'actifs qui est jeune. Elle est en train d'être construite. Ok. D'accord? Donc, on a besoin d'être patient. D'accord. On a besoin d'être patient. Vous voyez le financement bancaire qui existe, qui est là, qui est institutionnalisé, beaucoup plus structuré, etc. On n'arrive pas toujours à comprendre. D'accord? Pourquoi? Parce que, en réalité, quand on parle de relation, c'est vrai, il y a une relation entre l'investisseur et le gestionnaire de fonds, mais on est plus du même côté. D'accord? La question se pose sur, je vais dire, les sujets sur lesquels on applique ces investissements. C'est là que se trouve le véritable problème, c'est là que se trouve le décalage. Et pour cette classe d'actifs particulière, on a besoin encore de beaucoup de temps et d'éducation pour pouvoir la développer. C'est vrai que les investisseurs, ce sont des investisseurs avertis, sophistiqués. Les gestionnaires, moi, je ne suis pas très vieux dans l'industrie, mais ça fait presque 15 ans quand même. Quand on démarrait, on était tout jeune et il n'y avait pas beaucoup de gestionnaires, d'accord? Et la plupart des gestionnaires, ce sont des gens qui sont très bien éduqués, ce sont des professionnels aguerris qui comprennent le langage des investisseurs. Donc, ils sont du même côté. Là où il y a un décalage, et si j'ai bien compris, je vais dire le sujet de ce panel, c'est entre les sujets sur lesquels on applique les investissements. Sinon, on est du même côté. Voilà. D'accord. Et donc, pour que l'industrie soit effectivement pérenne, il y a, au-delà de l'exit, la sortie, il y a 1 million de choses à faire. Depuis l'identification des sujets, depuis la profondeur même des économies, ça, ce sont des choses qui sont importantes. D'accord. C'est pas, je veux dire, on peut avoir autant d'argent, et souvent, ils savent. C'est pas l'argent qui est un problème. Parce que tout le monde, il y a de l'argent, tout le monde veut déployer de l'argent. Mais on déploie de l'argent sur quoi? Et ça, on parle de vrais sujets, ça, ce sont des sujets d'économie, des sujets de profondeur, je vais dire, des secteurs économiques. Et voilà. On reviendra sur ça. Ibrahim veut dire quelque chose? Je voulais simplement rebondir sur un point qui est celui de la spécialisation en fait entre les acteurs. Donc le gestionnaire de fonds, lui, son rôle est de lever des fonds, d'identifier des cibles, d'investir et de gérer cet investissement. Nous, en tant que MDB, notre rôle est simplement de sélectionner le bon manager. Le bon manager étant celui qui nous rapporte de la performance, qui fait de l'impact et aussi qui nous rend le capital investi avec bien sûr le return qu'il faut. Donc pour moi, c'est clé et normalement tout ça est documenté dans l'accord cadre qu'on a qui s'appelle le Limited Partnership Agreement et il est établi en début de relation
Et normalement, tout au long de la durée du fonds, sur les 10 plus 1, c'est ce qui nous sert de cadre de gouvernance. Bon, il se trouve que la pratique aujourd'hui, c'est qu'une thèse d'investissement nous est présentée avec un pipeline d'entreprise. D'ailleurs, au passage, ce pipeline d'entreprise, souvent en Afrique, pour avoir un portefeuille qui est exclusivement africain et pour être, je dirais, l'un des plus gros investisseurs institutionnels en Afrique, avec le volume d'actifs sous gestion que j'ai cité tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a une très grande concentration des sous-jacents. Souvent, les mêmes entreprises reviennent dans les pipelines. On peut avoir 4-5 fonds qui sont investis dans la même entreprise. Et or, le constat est que, parce que vous parliez des crises, de la réglementation, le constat est que très souvent, les sous-jacents ont tendance, au niveau régional, à montrer à peu près les mêmes comportements en cas de choc. Donc, ce qui fait que quand vous êtes investi même sur 100 fonds, vous pouvez penser que vous avez lissé votre génération de cash de façon à pouvoir avoir de la soutenabilité. Mais en réalité, comme les comportements sont à peu près les mêmes sur ces sous-jacents, on se retrouve en réalité à avoir une contrainte de cash qui est plus élevée que la moyenne, ou si on compare à d'autres régions comme l'Asie ou l'Amérique du Nord. Très bien. Merci beaucoup. Landry, j'aimerais que vous reveniez avec nous sur le sujet un peu de comment vous mitigez un peu les risques d'instabilité dans la région, si éventuellement, avec des exemples sans peut-être discloser ce qu'il ne faut pas discloser, mais de façon concrète, quand vous investissez dans un pays et qu'il y a un sujet de crise, comment vous faites? Alors, une réponse en 2 volets. Un diplomatiquement correct, je dirais, et puis la réalité, parce que je pense qu'on est aussi là pour parler de la réalité. Comme on dit souvent, l'argent n'aime pas le bruit. Donc là où il y a instabilité politique, il y a du bruit, l'argent n'aime pas. Donc c'est beaucoup plus difficile, donc clairement, d'investir dans des géographies où il y a de l'instabilité politique, où il y a des troubles, etc., etc. Parce que donc, du coup, la visibilité sur le terme de l'investissement est réduite et bon, l'investisseur n'aime pas le manque de visibilité. Ça agrandit le risque et tout ce qui vient avec. Donc voilà, pour commencer. Maintenant, un peu plus tempéré, on est un DFI, d'accord, donc Responsible Investor. On est un investisseur en capital. Donc, investisseur en capital, la principale différence par rapport à celui qui fait de la dette, c'est qu'il accepte de prendre un risque. Il mouille le maillot, hands-on. Donc, quand ça chauffe, il faut mouiller le maillot. On ne peut plus juste tourner le dos et dire que ça chauffe. Donc, on a par exemple, pour AFU, on a par exemple des investissements au Mali. D'accord ? La situation est ce qu'elle est aujourd'hui. On s'assied, c'est des calls, certains plus aisés que d'autres, c'est des discussions difficiles, mais avec en tête qu'à la sortie, il faut trouver une solution, parce qu'on est dedans ensemble et il faut trouver une solution. Donc voilà, la réponse courte, c'est on est investi, mindset constructif et orienté vers trouver des solutions pour naviguer dans cet environnement. Très bien. Oui, Dadi, est-ce que sur ce sujet, en fait, au niveau de vous, au niveau de votre fonds, est-ce qu'il y a eu des sujets éventuellement de crise qui ont fait que vous avez dû prendre des décisions un peu plus audacieuses? Je dirais que nous sommes nés en tant que gestionnaires dans la crise. Parce que au moment où nous démarrions en 2009, 2010, 2011, nous sommes en pleine crise en Côte d'Ivoire. D'accord ? Ouais. Ensuite, on a connu 2 coups d'État au Mali. Okay. Un coup d'État au Niger. Okay. D'accord ? Mais pour moi, les crises en général, oui, ça contrarie l'investissement. Mais ce qui contrarie plus l'investissement, ce sont les incertitudes. Et ce sont des incertitudes qui sont souvent externes, qui sont automatiques. D'accord ? Moi, j'ai un investissement au Niger, je suis dans l'aviculture. On fait un coup d'État au Niger, les coups d'État, on en a.
on en a vu. Mais, et c'est pas souvent, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous sommes du même côté. Ce n'est pas souvent de la faute des institutions de financement, encore moins des gestionnaires. C'est tout l'environnement qui se crispe dès qu'il y a ce type d'événement. Alors, c'est structuré de telle sorte que quand il y a un coup d'État, quand il y a un coup de force, etc., tout de suite, on arrête ceci, on arrête cela, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela. Lui, il est dans une équipe, je le connais, on peut se parler, on a envie de faire, on connaît les sous-jacents, etc. Mais il y a une décision supra qui vous tombe là-dessus qui dit, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus voyager. Le premier coup d'État au Mali, on avait dit, mais moi, je ne peux pas aller au Mali. Eh bien, quand vous me regardez, j'ai la tête de quoi? D'un Malien, non? Donc, on me dit de ne pas aller chez moi au Mali. J'ai un problème, tu vois. Donc, c'est plus ces incertitudes qui tombent sur les institutions même de financement aussi, hein, et les gestionnaires et les sous-jacents qui causent plus de problèmes que les crispations politiques qu'on a fini par digérer et gérer d'une certaine façon, en fait. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Ibrahim, au niveau de FDB, en fait, je sais que vous allez toujours en consortium, ou plutôt pour mitiguer ce genre de risque également. Les autres investisseurs institutionnels sont toujours ravis de savoir que vous êtes dans le tour de table, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un sujet très important pour eux de vous avoir toujours au cœur des dispositifs? Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que cela traduit un peu, un sujet de réflexion également sur... Oui, bon, je pense que la question devrait s'adresser plutôt à ceux qui nous suivent, parce que nous, on a un mandat qui est d'avoir un rôle catalytique pour drainer l'investissement justement en Afrique, puisque c'est notre seul et unique marché. Nous n'avons pas la possibilité d'investir en Asie ni en Amérique latine comme Landry pourrait le faire. Nous, notre mandat est vraiment cantonné à l'Afrique. Donc notre portefeuille reflète l'index africain de toute façon. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, une fois que j'ai exprimé ce rôle catalytique, ça veut bien sûr évidemment dire qu'on attire d'autres investisseurs. Et en général, quand nous, on décide de supporter un gestionnaire de fonds ou un projet, ça signifie que cela attire des investisseurs qui autrement ne seraient pas venus, parce que simplement ça les rassure de voir qu'une institution comme la Banque africaine de développement est dans le capital. Et ça permet d'atténuer un certain nombre de peurs ou comment dire ça, j'arrive plus à dire misconception en français, de préjugés qu'on a sur l'Afrique. Le fait d'avoir la Banque africaine de développement donne un gage quelque part que le risque politique déjà sera bien géré, puisque par définition on est sur le terrain, on est présent partout en Afrique, on a des relations avec la plupart des institutions, des régulateurs, que ce soit, parce que moi je suis du côté des opérations non souveraines, mais en même temps la BAD c'est aussi des activités souveraines assez poussées. Par ailleurs, un autre point que j'aurais dû soulever dans l'intervention de la Banque africaine de développement, c'est qu'au-delà de notre propre capital que nous mettons à disposition, nous contribuons aussi largement au travers de fonds fiduciaires qui nous sont confiés par des institutions comme la Commission européenne, l'Union européenne, d'autres agences comme le Fonds environnemental, que nous co-investissons en fait selon nos mêmes critères et nous les mettons au concours à chaque fois qu'on investit. Des fois, on peut aller chercher sur cette poche-là pour doubler souvent la mise ou alors fournir des mécanismes de gestion des risques comme des pertes, des garanties de première perte. Voilà. D'accord. Okay. Dadi, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de Incharo Investment, la logistique, en fait, la logistique opérationnelle, dans tout ce qui est investissement en Afrique, est-ce que la logistique opérationnelle constitue éventuellement un sujet? Bon, je pense qu'il faut préciser de quelle logistique on parle ici. Hein. Aujourd'hui, je veux parler précisément. Alors, aujourd'hui, je veux investir dans un business ou dans un projet en Afrique. Et au-delà du fait que
le même projet, investir à Abidjan ou investir en Afrique du Sud, en fait, opérationnellement, je peux me retrouver à d'autres niveaux de coûts qui peuvent grever, par exemple, en fait, quand les rentabilités attendues. Est-ce que quand on investit dans la région Afrique de l'Ouest, est-ce qu'aujourd'hui, ce sujet est un sujet qui est relevé parfois par les investisseurs institutionnels? Bon, je pense que déjà, par rapport à nos investisseurs, la logistique n'est pas un sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a la technologie, on parle à nos investisseurs, ils nous voient tous les jours, on échange, on fait des rapports, etc. Ils peuvent venir. Il faut dire que il y a encore quelques difficultés, mais bon, les pays sont accessibles, d'accord, par les investisseurs et les personnes qui déploient les investissements comme les gestionnaires de fonds. Maintenant, quand il s'agit d'accéder aux sujets sur lesquels sont déployés les investissements, il est clair qu'il y a des disparités. Investir dans la capitale d'un pays, ce n'est pas la même chose qu'investir, je vais dire, dans l'arrière-pays. Nous, l'un de nos investissements se trouvait à 400 km de Niamey, au Niger. Et ça nous prenait 2 jours de voyage, c'est-à-dire un jour pour arriver à Niamey, un jour pour aller dans cette localité-là, un jour pour travailler, un autre jour pour revenir. Donc, il est évident que ce n'est pas facile. Et tout ça, ça aggrave les risques aussi. Déjà, trouver des opportunités dans l'arrière-pays, ce n'est pas évident dans la plupart des pays africains, en tout cas au sud du Sahara. Accéder à ces opportunités-là, ce n'est pas toujours facile. Donc, effectivement, il existe des questions de logistique, donc d'accès à ces endroits-là. Je rentre dimanche du Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est un archipel de plusieurs îles qui ont cette problématique. C'est vrai, c'est fantastique, il y a des opportunités, mais pour passer d'une île à une autre, comment on fait? Et donc ça aussi, je pense que c'est aussi des opportunités d'investissement. C'est le point de demander aux investisseurs, à tous ceux qui déploient du financement, de regarder cet aspect spécifique de la connectivité entre les pays, à l'intérieur des pays. Voilà. Très bien. Merci. Je pense que IFU peut dire quelque chose par dessus. Oui, Alexis, sur la même question, et peut-être une vue, enfin d'une perspective, perspective différente, et justement sur la relation, par exemple, entre les DFI et les gestionnaires de fonds. Je pense que cet aspect logistique et opérationnel peut être un argument en faveur de confier donc, des fonds à un gestionnaire ou un autre. Dadier donnait l'exemple, par exemple, d'un actif qui est à 400 km de Niamey. Donc, dans notre mandat, on a un besoin d'additionnalité. Donc, si c'est quelque chose qu'on peut faire directement, on le fera directement. Il faut qu'on puisse justifier qu'on ne peut pas le faire directement pour confier la gestion des fonds, donc à un gestionnaire de fonds. Donc, si aujourd'hui j'ai des ressources disponibles, c'est un grand si, et qu'il y a 2 gestionnaires d'investissement dans le pipeline et il y en a un dans son propre pipeline, c'est des trucs que je peux faire, et qu'il y en a un autre qui, justement, sur la logistique, sur l'accès à des populations ou à des sujets, arrive à toucher des sujets que le DFI ne peut pas directement, je pense que dans l'analyse de l'opportunité, on penchera plus sur celui dont la logistique permet de répondre à un besoin que nous on a. Très bien. J'aimerais poser une question sur l'accès aux opportunités d'investissement en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ce sujet peut être amélioré? Puisque dans tous les secteurs, ça reste un sujet entier, en fait, contre les insights. Comment vous l'abordez, en fait, dans votre relation et dans votre collaboration entre vous? Alors, non, je peux commencer. Je sais que pendant longtemps, et c'est toujours le cas, nous, par exemple, quand on regarde des investissements, une des raisons pour lesquelles on investirait dans un fonds d'investissement, c'est de générer des opportunités d'investissement, donc de co-investissement. D'accord? Donc, si demain, par exemple, AFU, pour être concret, investit dans le fonds de Njaro, fonds 1, 2, 3, on espère quand même que de par sa proximité avec
le marché, le consommateur final, Ninjaro puisse générer des opportunités de financement pour que AFU co-investisse et des plans en direct aussi. D'accord ? Je pense que c'est Ibrahim qui disait tout à l'heure que, heureusement ou malheureusement, le marché est assez petit. Donc on se rend très vite compte qu'on regarde tous les mêmes opportunités à la fin de la journée. On regarde tous ces mêmes opportunités. Donc, ce qui est censé être de la collaboration peut très vite, si on s'y méprend, ressembler à de la compétition, ce qu'on essaie d'éviter. Et pour prendre le sujet d'un autre angle et apporter une contribution, je pense que ce qu'il faudrait faire ici, c'est de mieux réfléchir sur comment on génère de nouvelles opportunités. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, on a les mêmes mandats et on court après les mêmes opportunités. Pourquoi on ne réfléchirait pas différemment ? Il y a énormément de potentiel. Je pense que sur tous les panels qu'on a fait jusque-là, on a parlé du potentiel de l'Afrique, on a parlé du potentiel des PME, on a parlé du potentiel de tous les secteurs. Comment on débloque ce potentiel-là pour générer plus de pipeline, donc pour des VC investors, for example, pour des DFI, pour des PE, and so on and so forth. On va peut-être demander à Dadier, qui a la chance d'être un cofondateur associé dans un gestionnaire de fonds, comment on débloque ce genre d'opportunités? Bon, la question des opportunités, il a dit, hein, c'est, pour moi, c'est la partie la plus difficile, la plus épineuse. Pourquoi? Parce que c'est vrai, les ressources sont limitées, mais il y a quand même des ressources à déployer. Et la question fondamentale, c'est d'avoir des sujets investissables. Et ça, on n'en a pas beaucoup. On prend des secteurs entiers en Afrique sur lesquels on a des défis de développement où on devrait avoir beaucoup plus d'entreprises. Je pense à l'énergie, je pense à l'agriculture, je pense à l'éducation, je pense à la santé, où on doit avoir de nombreuses entreprises, etc. Mais justement, c'est dans ces secteurs-là où on n'en a pas du tout. Donc, on tourne un peu en rond, c'est toujours les mêmes parce qu'ils sont plus structurés, et ainsi de suite. Donc, peut-être qu'il faut mener la réflexion sur, je vais dire, les différents profils, les différents types d'investissements. On a la BAD et la plupart des investisseurs, des institutions de financement au développement qui ont un mandat de développement. D'accord? Et avec ces mandats, ils font ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'il faut aller un peu plus... il faut être audacieux, il faut être un peu plus audacieux pour pouvoir toucher ces secteurs-là, qui sont des secteurs, je dis, fondamentaux pour nos environnements. Merci beaucoup Dadier. On n'a pas eu l'occasion de parler de Ninjaro en détail tout à l'heure, en fait, quand on en parlait, donc quand on préparait cet entretien, j'ai été impressionné par le parcours de Ninjaro Investment sur les 15 dernières années. J'espère qu'on aura des questions dans la salle, mais avant, est-ce que Ibrahim et Landry ont quelque chose à ajouter en attendant qu'on reçoive des questions dans la salle? S'il y a des questions pour nos panélistes? Je pense que je vais donner mon droit de réponse à la salle si jamais quelqu'un a une question. Très bien. Pour être time conscious, comme on dit. D'accord. Landry, est-ce qu'il y a un mot à dire? On a partagé Juste en fait, peut-être un petit mot pour meubler le temps en attendant que les questions viennent de la salle. Oui, je veux juste rappeler, on est sur le panel sur les défis de la relation entre investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds. S'il y avait un ou deux défis que tu penses qui sont des défis critiques ou des défis hyper importants en fait contre qu'il faut tacler, c'est quoi? Alors, en une phrase, si je peux faire ça comme ça, et par rapport à Dadier qui a sorti un mot que j'ai trouvé super intéressant, être audacieux. Donc, ce serait de mieux huiler la relation entre, comme on a dit, VC, PI, DFI, et c'est pas forcément dans cet ordre-là, ça peut être DFI avant PI, PI avant DFI, et MDB. Pourquoi? On parlait d'opportunités, de pipeline. Si demain, on a un système qui fonctionne super bien,
où on a beaucoup de VC qui ont les outils et le capital nécessaires donc pour adresser les PME, ou même les startups, parce que voilà, des fois on mélange PME et startup, Voilà, donc même au niveau startup. Donc les VC, on va commencer par les startups plutôt Par pour les exemple, VC. Voilà. les emmener au niveau où elles deviennent des PME. Sur nos marchés pas structurés, on va commencer par les business angels déjà. Donc quand même, On peut même commencer par le love money, Mhm, donc family money. On grandit tout doucement. Quand ça arrive au stage où c'est DFI, si ça a besoin de DFI, MDB si ça a besoin de MDB, et ensuite private equity quand ça arrive à ce niveau-là en fonction des tickets de chacun. Et comme ça, le PE fund ou le DFI va offrir une solution de sortie au VC investor. On parlait de sortie tout à l'heure. Le DFI peut chercher ses solutions de sortie chez les gros PE funds qui cherchent de l'investissement sur le long terme, and so on and so forth. So, c'est ça. Vraiment huiler la relation entre tous ces maillons de la chaîne de valeur, que chacun se ressente sur son rôle et bien, pour qu'à la fin, tout le monde gagne au bout du rouleau. Ce serait ça. merci beaucoup Landry. Ibrahim, s'il y a... Ah ouais, il y a une question. Parfait. Non, mais je voudrais remercier les panélistes. Je vois que vous parlez d'argent. On est tous là depuis 2 jours. On parle d'argent, de disponibilité d'argent. Moi, je vais rompre un peu votre débat. Vous avez énormément d'argent dont vous disposez. Et il y a des entreprises, il y a des jeunes entreprises, de start-up et autres, qui ont besoin d'argent. Il ne serait pas bien à votre niveau de réfléchir en dehors des banques, parce que les banques ont des dispositions qui font qu'eux ne regardent pas ceux qui ont besoin d'argent. À votre niveau, des spécialistes de l'argent, de distribution d'argent, vous ne pouvez pas imaginer une solution entre vous pour que vous disposiez d'argent aux populations qui ont besoin d'investir. Ne serait-ce que vous parlez de développement, d'écoles, de tout ça. Quelqu'un a besoin de moins 150 millions pour construire une école. Mais les banques ne donnent pas les 150 millions parce qu'il n'a pas un budget, il n'a pas un salaire qui lui permet d'avoir un crédit de 150 millions. Vous avez de l'argent, vous n'en faites rien. Vous ne savez pas où l'investir. Pour ne pas inventer un système au milieu intermédiaire qui permette à ces DFI d'investir auprès de ces établissements, ces individus-là, produire à la base la matière première dont vous avez besoin, dont l'économie mondiale a besoin, l'économie africaine a besoin. Si on a les moyens, j'ai vu que les private investment, les equity ventures sont véritablement un booster du développement. Mais ces écoles-là, qui vont devenir des vraies universités partenaires du développement de pointe, ont besoin de commencer. Vous avez de l'argent, vous ne le distribuez pas, vous cherchez les hyper-investissements. Je vous supplie, vous qui venez à Abidjan pour cela, je vous demande de réfléchir à ce produit-là. Vous êtes des experts. Vous n'avez pas besoin d'un tuteur, vous êtes des experts africains. Inventez un produit au milieu qui permette d'investir à ce niveau-là. Je vous supplie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce plaidoyer. Je pense que... Merci infiniment, monsieur. Oui, on a une autre question? Il y a une question là. Après. On aimerait prendre toutes les questions d'un seul trait et pouvoir répondre. Oui, il y a une deuxième question. Donc tout à l'heure, on va demander à Dadier et à ses collègues experts de nous donner... Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce genre de... Voilà. Oui, merci. Bonjour messieurs, j'avais une question pour vous. Vous avez parlé d'un certain nombre d'opportunités qui reviennent assez régulièrement dans le pipeline d'un certain nombre de fonds. Or, ces opportunités-là, pour certaines qui sont déjà passées, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'entreprise dans laquelle vous auriez absolument voulu investir et qui vous a échappé, si vous pouvez le partager? Merci beaucoup. Très bonne question également. On a 2 bonnes questions. On va prendre encore une troisième. Bonsoir. Je me nomme Bamba. Je voudrais parler au nom des artisans et dire merci à notre prédécesseur. La Côte d'Ivoire fait beaucoup pour l'évolution de l'écosystème. Aujourd'hui et depuis hier, on a entendu beaucoup de choses. Et comment je rentre, peut-être que j'ai la chance de comprendre les thèmes, mais je ne sais pas comment rendre compte à mes mandats. Est-ce que je dois leur dire que j'étais à ce forum, j'ai beaucoup appris, mais on n'a pas parlé du bas peuple, quand on sait que c'est un monde qui brasse des ressources.
Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que on va s'en arrêter là. Merci infiniment également pour ces très belles questions sur l'importance de tout ce que nous disons pour le plus grand nombre. Donc, sortir des débats d'experts et parler vraiment au plus grand nombre. Et surtout, on va commencer par, qui veut commencer par la toute première question? Oui, Landry. Landry, sur le sujet, à savoir, pourquoi vous n'investissez pas? Parce que c'est un peu ça, pourquoi vous n'investissez pas dans ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir, à la fin de la journée, créer des opportunités d'emploi pour le plus grand nombre. Non, merci Alexis, et merci beaucoup pour les questions qui sont super pertinentes et qui, je trouvais, plutôt qu'apportaient de l'eau au moulin de la conversation. Il y a une réflexion qui a été faite que je partage entièrement. On est assis sur beaucoup d'argent qu'on n'arrive pas à déployer. Et si ça peut vous rassurer, c'est un problème pour nous. Moi, à la fin de l'année, je dois justifier pourquoi je ne déploie pas les ressources. Donc, j'ai besoin de déployer. Donc, au moins sur ça, on est aligné. J'ai besoin de déployer, vous avez besoin de recevoir les ressources. Donc, il n'y a pas de contradiction là. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on ne déploie pas? Dans votre exemple, vous avez parlé, je pense, d'une école ou d'un hôpital qui a besoin de 150 millions qui va chez une banque, la banque ne donne pas et peut-être qu'il vient chez nous. Là, déjà, il y a un problème. Parce que si cette école va à la banque pour un prêt et vient chez nous pour de l'equity, il faut qu'on sache c'est quoi ses besoins. La dette, c'est un métier. L'equity, c'est un autre métier. C'est deux instruments qui répondent à des besoins différents. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un mélange. Et oui, Landry, est-ce que tu peux clarifier ça un peu pour la grande partie d'entre nous ici, en fait, compte, pourquoi aller chercher de la dette et pourquoi aller chercher, en fait, compte, de l'equity? Ça dépend du stage, du niveau de développement de l'entreprise. Et ça permet de répondre à la question de monsieur qui a parlé au nom des artisans, par exemple. Merci beaucoup. En indiquant qu'on n'a pas mentionné les artisans. Si on l'a fait peut-être de façon indirecte en parlant des VC. D'accord? Aujourd'hui, un DFI. Donc les VC, c'est les venture capitalistes. Les venture capitalistes. Et qu'est-ce qu'ils Par font exemple. concrètement? Parce que Alors. c'est très bien, en fait, contre cette interpellation qu'on a eue, parce que ça montre qu'on était dans un débat très, j'allais dire, on n'est pas assez descendu. Et merci vraiment pour la salle d'interpeller. Et c'est peut-être le souci qu'on a, en fait, dans cette partie du monde, à parler que pour nous. Et je crois que ça également, c'est une belle façon de revenir, en fait, en parlant pour tout le monde. Oui. Je vais essayer de faire ça court et assez imagé. J'espère que je vais réussir parce que c'est quand même un spectre. Une entreprise, quand elle commence, disons par exemple, je veux lancer mon business. J'ai quelques économies. Je démissionne aujourd'hui, j'ai quelques économies, je lance. Dans ma phase de croissance, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir mes amis, mes parents. C'est ce qu'on a appelé dans la conversation le love money, le family money. Ils vont me l'apporter, ils me connaissent, ils croient en mon projet, je fais grandir ma compagnie. À un moment, ils n'ont pas des ressources illimitées. L'étape suivante, c'est d'aller voir ce qu'on appelle par exemple des angel investors ou des VC funds, donc venture capital. C'est un métier à part, ils savent investir dans ces entreprises, ces structures qui viennent de démarrer et les accompagner pour atteindre le prochain niveau de développement. Une fois qu'on a fait ça, on commence à regarder vers la dette et ensuite vers le private equity. Donc c'est un peu ça la chronologie. Donc pour les artisans dont on parlait tout à l'heure, en fonction du niveau de développement, c'est pour ça qu'on plaide pour qu'il y ait plus de VC et que la relation soit mieux huilée pour que le passage se fasse en douceur. Merci beaucoup. Nadia, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ces trois questions de la salle? Oui, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, quand je me suis présenté, je dis que je suis entrepreneur et maintenant je suis gestionnaire de fonds de capital investissement. Donc, je suis un peu des deux mondes, d'accord? J'ai fait beaucoup d'entreprises, certaines ont marché, certaines n'ont pas marché et je me retrouve là. D'ailleurs, ce que je fais, je présente ça comme une démarche entrepreneuriale parce qu'en tant que gestionnaire de fonds, je vais développer une idée, un programme, une stratégie de fonds que je vais aller présenter à des investisseurs ici. Donc, je suis comme l'artisan, etc. Ou le jeune qui veut monter son école. Voilà. Et si je ne suis pas convaincant, si je ne me mets pas dans une posture qui fait que lui, il investit avec moi, ou bien il me fait confiance pour que je déploie ses ressources,
ne me donnera pas son argent. D'accord? Alors, c'est très souvent qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs dans des forums comme celui-là, qui viennent, qui font des coudes. On a de l'argent, on ne nous donne pas l'argent. Pour qu'on devienne... Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit. C'est l'entrepreneur qui se met dans une posture pour qu'on puisse investir dans son entreprise. Donc, on ne lui donne pas de l'argent. On doit Non, investir dans son entreprise. on ne lui donne pas de l'argent. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la charité. Je sais qu'il y a un autre panel qui en a parlé, certainement sur les investisseurs. Il n'a pas parlé de charité. Hein. Il a dit tout simplement, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que vous structurez un modèle? Parce que quelque part, ce qu'il n'a pas dit également, c'est que tout à l'heure, IFU dit, moi, mes tickets commencent par 10 millions d'euros. Il a besoin de 300 000 euros. Et donc, clairement, est-ce que ce n'est pas un sujet qu'il pose clairement en fait, quant à cette assemblée? Oui, mais c'est comme oui, ça. La BAD, par exemple, je vais rejoindre mon collègue Dadier pour dire que, effectivement, je n'escompte rien de ce que l'entrepreneur a dit, mais un certain nombre de choses sont faites quand même. Hier, on a eu un panel avec la participation de Jean-Marc, qui nous a parlé de Inco Éducation, c'est de l'école. On a des participations de fonds dans des établissements scolaires comme Pigier, par exemple, au Cameroun. On a des participations dans des hôpitaux de districts à revenus très moyens au Ghana, en Côte d'Ivoire, un peu partout, avec du matériel de diagnostic assez sophistiqué. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Effectivement, c'est jamais assez et ça ne touche peut-être pas tous ceux qui sont en besoin ou en demande. Donc il fallait simplement rectifier ça pour dire qu'aujourd'hui, le private equity sur mon portefeuille touche à peu près 800 entreprises, ce qui est quand même assez conséquent. Oui, 800 entreprises. C'est vrai qu'à l'échelle du continent, ça peut être également une petite goutte d'eau, mais c'est déjà un gros achievement en fait. Dadi, tu voulais dire quelque chose pour finir? Peut-être rapidement. Souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je dis, les idées entrepreneuriales, elles sont partout. Les entrepreneurs, on en a partout. Les cimetières sont bourrés d'entrepreneurs. Les vrais entrepreneurs, c'est ceux qui font. D'accord? Donc, comme je le dis, ce n'est pas un droit. Un entrepreneur qui a eu une idée, ce n'est pas une idée d'entreprise, ce n'est qu'une idée. D'accord? Et il faut pouvoir la mettre en œuvre. Et quand vous avez une idée, que vous n'avez... Le fait de lever un fonds ou bien de se faire financer fait partie de votre idée entrepreneuriale. Vous voyez, votre enfant vient vous voir et vous dit « Papa, donne-moi 1 million ». La première question que vous allez lui poser, c'est quoi? Tu fais quoi avec 1 million? Donc, il va vous dérouler ce qu'il est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'il veut cet argent-là? Donc, c'est au sortir de là que vous allez lui donner l'argent ou pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, il y a une démarche. Quand vous arrivez au point critique où vous devez être investi, vous le sentez tout de suite et vous allez convaincre n'importe quel investisseur. Merci. Parce que vous avez fait votre exercice à la maison. Merci beaucoup Dadier, merci Ibrahim et merci Landry. Je pense qu'on ne pourra pas épuiser tous les points de cette relation productive, mais pas sans challenge entre investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds. J'étais ravi d'être avec vous et de partager ce moment avec vous. Je vous remercie également en fait, d'avoir participé à ces échanges. Et c'est vrai que notre cher ami qui a posé la question numéro 2 me fait la main en disant « On n'a pas répondu à ma question. » Malheureusement, en fait, quand... Ainsi va également ce type de forum. On n'arrive pas à répondre à toutes les questions et on a la chance d'avoir nos experts avec nous. En fait, on vous profiterez, n'est-ce pas, de la pause café pour pouvoir